Je vous présente dans ce cours l'anatomie de l'estomac. On commence par la définition. Voilà l'estomac. L'estomac représente le segment dilaté du tube digestif. Donc on a le tube digestif qui est formé par la cavité buccale, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin, côlon et rectum. Regardez, l'estomac, c'est le segment le plus large et le plus dilaté, qui fait suite à l'œsophage au niveau du cardiaque et se continue par le duodénum. Le duodénum, c'est le segment initial de l'intestin grêle. On passe à la situation. Le plan cutané de la paroi abdominale est divisé en 9 régions. On a en haut les 2 hypochondres droit et gauche. Au milieu, il y a la région épigastrique. Puis on a les 2 flancs droit et gauche. Et au milieu, il y a la région ombilicale. Et en bas, on a les 2 fosses iliaques, droite et gauche. Et entre les deux, il y a la région hypogastrique. Donc on a hypochondre droit, épigastre, hypochondre gauche. Flanc droit, région ombilicale, flanc gauche. Fosse iliaque droite, hypogastre, fosse iliaque gauche. Quand vous voyez, l'estomac est situé dans la région épigastrique et au niveau de l'hypochondre gauche. L'estomac occupe la région de l'épigastre et de l'épichondre gauche. C'est un organe de l'étage sus-mésocolique. La cavité abdominale est divisée en 2 étages par le mésocolon transverse. Le mésocolon transverse, c'est quoi? C'est un méso qui unit le colon transverse à la paroi postérieure. C'est un repli péritonéal. Repli, c'est-à-dire la réunion des 2 fluides du péritoine qui vont recouvrir le colon transverse et l'unir à la paroi postérieure. Ce mésocolon transverse, donc on a, pour les replis péritonéaux, on a les mésos et les épiplones. Le méso, c'est la réunion entre le viscère et la paroi postérieure. L'épiplone, c'est l'union entre 2 organes. Dans le méso ou l'épiplone, on trouve le pédicule vasculaire. Ce mésocolon transverse a un bord adhérent, un bord pariétal qui répond à la paroi et un bord viscéral qui recouvre le viscère. Le bord pariétal du mésocolon transverse est appelé racine du mésocolon transverse. Donc, ce mésocolon transverse divise la cavité abdominale en 2 étages, supérieur l'étage sus-mésocolique et inférieur l'étage sous-mésocolique. L'estomac est situé dans l'étage sus-mésocolique et sous-phrénique gauche. Phrénique par rapport au diaphragme. L'estomac est situé au-dessous du diaphragme à gauche. Voilà les 9 régions. L'hypochondre, l'hypochondre droit dans lequel on trouve le poumon, l'épigastre, l'hypochondre gauche, le flanc droit, voilà le côlon ascendant, la région ombilicale, le flanc gauche, les 2 fosses iliaques et la région pubienne ou l'hypogastre, où se trouvent les organes pelviens. Voilà la situation de l'estomac au niveau de la région épigastrique et au niveau de l'hypochondre gauche. Sa projection squelettique. L'estomac est un organe thoraco-abdominal. Il est situé dans l'abdomen. Il est situé dans la cavité abdominale, mais il est en rapport avec la paroi thoracique. Bien
Bien évidemment, par l'intermédiaire du diaphragme. Donc il répond à la paroi thoracique et se projette sur le gris costal. Il répond aux côtes en avant, de la 5e jusqu'à la 10e côte. Donc l'estomac se projette sur le gris costal de la 5e jusqu'à la 10e côte. Comme vous voyez, il est oblique en bas et à droite. Dans son ensemble, l'estomac est situé à gauche de la colonne vertébrale. Déjà, on le trouve dans l'hypocondre gauche. Son extrémité dans son ensemble, il est situé à gauche de la colonne vertébrale. Voilà la colonne vertébrale et voilà la situation de l'estomac qui est à gauche. La projection de son orifice, de son extrémité supérieure qui est le cardia, est située à gauche de T10, la 10e vertèbre dorsale, la 10e vertèbre thoracique. L'extrémité inférieure est située à droite de L1. L'estomac n'est pas vertical, il est oblique en bas et à droite, de telle manière que son extrémité supérieure est gauche et son extrémité inférieure est droite. Elle se projette à droite de la première vertèbre lombaire. La forme de l'estomac est variable, mais en général, l'estomac a la forme d'un J majuscule. Oblique en bas et à droite. Les dimensions, la longueur est de 25 cm, la largeur est de 12 cm, la profondeur, c'est-à-dire le diamètre antéro-postérieur, est de 8 cm, la capacité 1,8 litre. C'est-à-dire l'estomac peut contenir jusqu'à 1,8 litre. L'estomac est formé de deux partie verticale et partie horizontale. Ça, c'est l'œsophage et ça, c'est le duodénum. L'estomac est formé de deux partie verticale et partie horizontale. Dans la partie verticale, on trouve une grosse tubérosité, c'est le fundus, et un corps. Ça, c'est l'orifice supérieur de l'estomac qui est le cardia. La partie horizontale, dans laquelle on trouve la petite tubérosité, ça c'est la grosse tubérosité, et ça c'est la petite tubérosité, ou fond gastrique avec antre pylorique. Portion verticale, fundus ou grosse tubérosité, plus corps. Partie horizontale, fond gastrique ou petite tubérosité, plus antre pylorique. Antre pylorique par rapport à l'orifice pylorique. L'estomac présente à décrire deux faces, antérieure et postérieure. Deux bords, gauche, c'est la grande courbure de l'estomac, droit, c'est la petite courbure de l'estomac. Deux orifices, l'orifice supérieur représenté par le cardia et orifice inférieur par lequel il se continue par le duodénum, c'est le pylore. Orifice supérieur cardia et orifice inférieur pylore. La structure, l'estomac est formé de 4 couches. La couche la plus externe, c'est le péritoine viscéral. L'estomac est un organe entièrement péritonisé. Donc sa couche superficielle est représentée par le péritoine viscéral. La musculeuse avec 3 plans, superficiel, moyen et inférieur. La sous-muqueuse et la couche la plus interne, la muqueuse. La muqueuse de l'estomac est plissée, elle présente 2 ondes de sécrétion,
acide au niveau de la partie verticale, c'est-à-dire grosse tuberosité et corps, alcaline au niveau de la portion horizontale. Vous allez voir ces détails en histologie. Les moyennes d'union. Voilà, cette coupe, ce schéma représente une coupe sagittale paramédiane gauche, passant par la poche gastrique ou l'estomac, la même chose. Donc ça c'est le diaphragme, l'estomac, entouré tout entière par le péritoine viscéral, rein gauche avec surrénal gauche, la partie terminale du pancréas, c'est la queue du pancréas, côlon transverse, et on se grêle. Le péritoine, on a dit que l'estomac est entièrement péritonisé. Le péritoine, c'est quoi? C'est une membrane séreuse qui recouvre la cavité, la partie profonde de la cavité abdominale et pelvienne en bas. Et les organes qu'elle contient. Le péritoine, c'est une séreuse, un feuillet, une membrane séreuse qui recouvre la partie, on a une cavité abdominale, elle recouvre la partie profonde de la cavité abdominale, abdominopelvienne, et les viscères qu'elle contient. En fait, ouais, c'est le même feuillet. Il est formé par deux feuillets. Un feuillet pariétal, c'est celui qui recouvre les parois de la cavité. Et un feuillet viscéral, c'est celui qui recouvre les viscères. Ou le même feuillet. Lorsqu'il est en contact avec la paroi abdominopelvienne, il est appelé feuillet pariétal. Lorsqu'il est en contact avec les viscères, il devient feuillet viscéral. Ça dépend de l'organe. Le feuillet pariétal, en avant, il est en rapport avec la paroi abdominale, la paroi antérolatérale de l'abdomen. En haut, il est en rapport, il recouvre la face inférieure du diaphragme. En bas, il recouvre les organes pelviens, donc il sépare la cavité abdominale de la cavité pelvienne. Et en arrière, il est en rapport avec la paroi postérieure de l'abdomen, mais pas directement. Entre les deux, il y a la région rétropéritoniale. Dans la cavité péritoniale, la cavité abdominale, il y a en avant la région péritoniale et en arrière, derrière le péritoine pariétal postérieur, il y a la région rétropéritoniale. C'est-à-dire le péritoine pariétal postérieur, il n'est pas directement en contact avec la paroi postérieure, comme le péritoine pariétal antérieur. Il est directement en contact avec la paroi. Le postérieur, non. Entre les deux, il y a la région rétropéritoniale dans laquelle on trouve les organes rétropéritoniaux, c'est-à-dire la partie inférieure de l'appareil urinaire et rein et surrénal, et les gros vaisseaux, aorte abdominale et veine cave inférieure. Ça, c'est une idée générale sur le péritoine. Dans ce feuillet, on a des replis péritoniaux qui vont cloisonner la cavité. L'union entre deux organes, c'est l'épiplombe, et l'union entre un organe et la paroi, c'est le méso. L'estomac est un organe mobile, il n'est pas fixé, il est mobile, il est tout entier recouvert du péritoine viscéral. Il est maintenu en place, il est fixé par sa continuité en haut avec l'œsophage et en bas avec le duodénum. Donc les deux extrémités supérieures et inférieures qui se continuent avec l'œsophage et l'estomac constituent un moyen de fixité. Les épiplones qui l'unissent aux organes voisins. Le petit épiplone, on va le voir après, il unit l'estomac au foie, exactement au île du foie, à la porte d'entrée du foie. Le grand épiplone, c'est celui-là. Le grand épiplone, c'est un épiplone qui unit l'estomac au côlon transverse et descend en bas, formant un tablier en avant des onces grêles. L'épiplone gastrosplénique, c'est l'épiplone qui unit l'estomac à la rate.
ligament gastrophrénique. Le ligament, c'est l'union entre un organe et une paroi, mais qui ne contient pas de pédicule vasculaire. Le méso, c'est l'union entre un organe et une paroi. Il contient le pédicule. Le ligament, non. Il ne contient pas de pédicule vasculaire. Il ne contient pas des artères et des veines et des lymphatiques. Faux vasculaire. C'est quoi la faux? Faux vasculaire, on a la faux de la coronaire stomachique et la faux de l'hépatique. La coronaire stomachique et l'hépatique, c'est des artères, c'est des branches collatérales du tronc cœliaque. Le tronc cœliaque, c'est une branche collatérale de l'aorte abdominale. Ce tronc cœliaque donne 3 branches, coronaire stomachique ou gastrique gauche, qui est destinée à l'estomac, artère splénique et artère hépatique. Ces artères, elles peuvent être élevées. Les faux, c'est quoi? C'est une surélévation du péritoine au-dessus de l'artère. Donc ça, par exemple, ça c'est une artère, et ça c'est le péritoine qui est en avant d'elle. Ce repli, c'est-à-dire la surélévation du péritoine au-dessus de l'artère, dans ce qu'on appelle une faux. La faux, c'est la surélévation du péritoine au-dessus d'une artère. La faux est un repli péritonien. Ici, on a la faux de la coronaire stomachique, c'est-à-dire au-dessus, la surélévation du péritoine au-dessus de la coronaire stomachique, et au-dessus de la faux hépatique. Tous ces éléments représentent les moyens d'union de l'estomac. Voilà sur une vue antérieure. Ça, c'est l'épiplone gastrosplénique. On peut l'appeler aussi ligament gastrosplénique. Il unit l'estomac à la rate. Donc, on a les 2 feuillets. L'estomac est entouré par le péritoine. Un feuillet en avant et un feuillet en arrière. Les feuillets vont se réunir et vont vers le hile de l'estomac. Cette union, c'est un repli. Donc, on a 2 feuillets. L'union de 2 feuillets péritoniaux. Et dans ce qu'on appelle l'épiplon gastrosplénique, ça, c'est l'épiplon, le petit omenton, qui va unir la petite courbure avec le hile de foie. Bon, un détail ici, le petit épiplon est formé par... il y a une partie qui va de l'estomac vers le foie et une partie qui va du duodénon vers l'estomac. L'essentiel, le petit épiplon, il unit l'estomac au foie, au hile du foie. Donc les 2 feuillets qui recouvrent l'estomac en avant et en arrière vont se continuer au niveau de la petite courbure et vont vers le hile du foie, vont s'insérer au niveau du fil, répondre au hile du foie. Donc cette partie-là, on l'appelle petit épiplon, l'union entre l'estomac et le foie. Le grand omentum, c'est celui-là. Il unit l'estomac au côlon transverse. Le côlon, on a un côlon ascendant, côlon transverse et côlon descendant. L'union entre côlon ascendant et transverse, on a l'angle colique droit, ici on a l'angle colique gauche. Le grand épiplon, il unit l'estomac au côlon transverse et il descend en avant, dans la cavité abdominale, en avant des ondes secrètes. La partie supérieure du grand épiplon est formée par le ligament gastro-colique. Ligament gastro-colique. C'est la même chose, les 2 feuillets qui recouvrent l'estomac vont descendre en bas et vont vers le côlon transverse. Ça, donc on a vu les moyens d'union. On a les épiplones, la continuité avec le duodénum et l'œsophage, et sans oublier bien sûr les faux de la coronaire stomachique et de l'artère hépatique. On passe au rapport. On va tout d'abord étudier les rapports péritoniaux. Regardez sur cette coupe horizontale. On a le foie,
l'estomac, la rate, duodénum et pancréas, rein, ça c'est la vertèbre. La cavité abdominale est divisée en deux parties. La partie en jaune, c'est la région rétropéritonéale. En avant d'elle, il y a le péritoine pariétal postérieur. Cette partie, c'est la région péritonéale, dans laquelle on trouve les viscères entourés du péritoine viscéral. Ça, c'est le péritoine pariétal antérieur. Ça, c'est le péritoine pariétal antérieur. Ça, c'est le péritoine viscéral. Ça, c'est le péritoine pariétal postérieur. C'est logique, il est en rapport avec la paroi postérieure, mais pas directement. Il y a la région rétropéritonéale qui est située derrière le péritoine pariétal postérieur. L'estomac est tout entier recouvert du péritoine. Il est relié aux organes. Ça, c'est l'épiplombe gastrosplénique. Et ça, c'est le petit omenton qui relie l'estomac au foie. Celui-là. Regardez, il contient un pédicule vasculaire. L'estomac est entouré du péritoine viscéral. Il forme ce péritoine viscéral, lorsqu'il se continue en avant et en arrière de l'estomac, il forme le petit épiplombe. Voilà sur la coupe, petit épiplombe. Il forme le grand épiplombe. Épiplombe omenton, c'est la même chose. Il forme le grand omenton, c'est celui-là. Dans la partie supérieure, on l'appelle ligament gastrocolique. La face postérieure de l'estomac limite en avant la bourse omentale. Cette partie-là, numéro 12, est appelée bourse omentale ou arrière-cavité des épiplombes. Bourse omentale ou arrière-cavité des épiplombes, elle est limitée en avant par la face postérieure de l'estomac qui est tapissée par le péritoine viscéral et en arrière, elle est limitée par le péritoine pariétal postérieur. Donc cette partie-là, on l'appelle bourse omentale ou arrière-cavité des épiplombes. Maintenant, on verra les rapports avec les viscères. On peut diviser la face antérieure, on va voir les rapports de la face antérieure, les rapports de la face postérieure, les rapports de la grande courbure et les rapports de la petite courbure, c'est-à-dire les rapports antérieurs, les rapports postérieurs, les rapports latéraux droit et gauche. La face antérieure de l'estomac, on peut la diviser en deux parties. La partie qui est en rapport avec la paroi thoracique et la partie qui est en rapport avec la paroi abdominale. La partie supérieure, elle est appelée partie sous-thoracique et l'inférieure, c'est la partie abdominale. Donc, la face antérieure, on commence par la portion sous-thoracique. Comme son nom indique, elle répond à la paroi thoracique. Cette partie-là, quand vous voyez, elle est en rapport avec la paroi thoracique. Les côtes de la 5e jusqu'au 10e côte. Elle est en rapport avec le lobe gauche du foie. Le foie a un lobe droit et un lobe gauche. Le lobe gauche du foie est situé en avant de l'estomac. C'est un rapport antérieur de l'estomac. Numéro 13 ici. Tout ça, c'est le foie. On a le lobe gauche du foie qui est représente un rapport antérieur de l'estomac. Poumon gauche. Récifus pleural costodiaphragmatique. Le récifus pleural, vous le connaissez, c'est la plèvre, l'union des deux segments de la plèvre pariétale, donc le segment diaphragmatique et le segment costal. Ils vont se réunir et forment un cul-de-sac qui est latéral et inférieur. C'est donc le cul-de-sac, le récifus costodiaphragmatique ou le cul-de-sac costodiaphragmatique, c'est la plèvre
pulmonaire, la plèvre du poumon gauche, la plèvre pariétale. Et le péricarde, bien sûr, ces éléments par l'intermédiaire, pas directement, par l'intermédiaire du diaphragme. Parce que l'estomac est situé dans l'abdomen, dans la séparation. L'abdomen est séparé du thorax par le diaphragme. L'estomac est en rapport avec ces éléments thoraciques, pas directement par l'intermédiaire du diaphragme, qui représente la cloison de séparation entre le thorax et l'abdomen. Ça, c'est pour la portion supérieure, la portion sous-thoracique. La partie inférieure de l'estomac, toujours sa face antérieure, elle se projette directement sur la paroi abdominale. Elle est superficielle, la partie antérieure. Elle se projette sur la paroi abdominale dans une zone appelée triangle de Labé. Ce triangle, donc, on a 3 parties, 3 bords. Ce triangle est formé par le bord antérieur du foie, par le rebord chondrocostal gauche. Le rebord chondrocostal gauche, c'est ça. C'est les cartilages costaux, la partie inférieure des cartilages costaux à gauche, et son bord inférieur, une ligne horizontale qui réunit les 10e cartilages costaux. Donc à ce niveau-là, l'estomac est en rapport direct avec la paroi abdominale. La face postérieure de l'estomac, les rapports, comme vous voyez, ils se font par l'intermédiaire de la bourse omentale. Ces organes qui sont en arrière de l'estomac par l'intermédiaire de la bourse omentale ou l'arrière-cavité des épiplones. Voilà l'arrière-cavité des épiplones. L'estomac est l'arrière-cavité des épiplones ou la bourse omentale. On a une partie qui est directement derrière l'estomac et une partie qui est derrière le petit épiplon. Voilà la rate. Elle est située à gauche. Elle est en dehors de la cavité rétropéritonéale. Ça, c'est rein avec surrénal gauche. Et ici, on a les gros troncs, les gros vaisseaux qui sont en avant d'eux. Il y a le péritoine pariétal postérieur. Que l'arrière-cavité des épiplones ou la bourse omentale, en avant d'elle, elle est limitée par la face postérieure de l'estomac et de petits épiplones, et limitée en arrière par le péritoine pariétal postérieur. Donc cette partie est rétropéritoniale. La face postérieure, elle répond. Donc la face postérieure du fundus, de la grosse tubérosité, est en rapport avec le diaphragme. On a mis l'estomac ici en transparence pour qu'on puisse voir les rapports qui sont en arrière. On a le fundus, le diaphragme, numéro 38 sur le schéma. Toujours, la face postérieure, elle est en rapport au niveau du corps avec le rein et la surrénale gauche, pas tout le rein, le pôle supérieur du rein gauche et la surrénale gauche, la rate et le pancréas. Le pancréas et la rate, le rein surrénal, on les trouve dans la région rétropéritoniale. La rate, non, c'est dans la région péritoniale. La face, toujours les rapports de la face postérieure. Maintenant, la face inférieure du corps et la partie horizontale de l'estomac sont en rapport avec le mésocolon transverse. Regardez, ça c'est le mésocolon transverse. Ça c'est sa racine, son bord pariétal. Et ça, normalement, il continue comme ça, il va recouvrir il n'est pas représenté sur le schéma, il continue et recouvrir le côlon transverse.
Cette partie-là, on l'appelle bord viscéral. Ça, c'est le mésocolon transverse qui relie le colon transverse à la paroi postérieure. On a les deux feuillets, après un feuillet qui monte et l'autre feuillet qui descend et qui représente le péritoine pariétal postérieur. Voilà pour les rapports postérieurs. Si on récapitule de haut en bas, on a le diaphragme, pôle supérieur du rein gauche avec surrénal gauche, rate, pancréas, et en bas, le mésocolon transverse. Les rapports des courbures, c'est-à-dire les rapports latéraux droit et gauche. La grande courbure, comme vous voyez, elle est en rapport avec le diaphragme, avec la rate et avec l'angle colique gauche. C'est des rapports latéraux gauche. Pas directement, par l'intermédiaire, c'est-à-dire auxquels l'estomac est uni par des ligaments gastrophréniques, épiplone gastro-splénique et ici le ligament gastro-colique. Donc les rapports de la grande courbure, on a de haut en bas le diaphragme par l'intermédiaire du ligament gastro-phrénique, la rate c'est un rapport postérieur et latéral gauche. Par l'intermédiaire du ligament ou épiplon gastrosplénique et colon transverse et angle colique gauche par l'intermédiaire du ligament gastro-colique. La petite courbure, elle donne insertion au petit épiplon. Ici, on trouve les deux feuillets du petit épiplon. C'est la continuité du feuillet viscéral de l'estomac. On a l'estomac, elle est recouverte. L'estomac, est recouvert par le feuillet viscéral. Arrivant à la petite courbure, les deux feuillets vont se réunir et former le petit épiplon. La petite courbure est en rapport avec une région qu'on appelle la région cœliaque de Lutschka. La région cœliaque de Lutschka, c'est une région qui est située derrière, dans la région rétropéritonéale. Elle est formée par l'aorte abdominale et les branches du tronc cœliaque, le tronc cœliaque et ses branches qui sont l'artère gastrique gauche ou l'artère coronaire stomachique, l'artère hépatique et l'artère splénique. En avant de ces artères, le péritoine est élevé, surélevé, et dans ce qu'on appelle les faux qu'on a vu tout à l'heure, la faux de la coronaire stomachique et la faux de l'hépatique. C'est la surélévation du péritoine pariétal postérieur. Au-dessus de ça c'est la coronaire stomachique et ça c'est l'artère hépatique. Et des lymphatiques. Donc la petite courbure est en rapport avec cette région qu'on appelle la région cœliaque par rapport au tronc cœliaque, la région cœliaque de Lutschka. Dans cette région, on trouve l'aorte abdominale, le tronc cœliaque avec ses branches et les lymphatiques. Voilà pour les rapports. On a vu les rapports antérieurs, les rapports postérieurs, les rapports de la grande courbure, c'est-à-dire latéraux gauche, et les rapports de la petite courbure, latéraux droit. La vascularisation. Donc la vascularisation de l'estomac provient, la vascularisation est assurée par le tronc cœliaque, bien sûr par l'intermédiaire de ses branches collatérales. On a trois systèmes. Cercle de la grande courbure, donc un cercle qui va accompagner la grande courbure, cercle de la petite courbure et des vaisseaux courts. Des vaisseaux courts qui sont destinés à l'extrémité supérieure de l'estomac. Cercle de la petite courbure B et les vaisseaux courts. On commence par le cercle de la grande courbure. Le cercle de la grande courbure. Il est formé par l'anastomose de deux artères, gastro-épiploïque droite et gastro-épiploïque gauche. Gastro-épiploïque droite et gastro-épiploïque gauche. Regardez la gastro-épiploïque gauche,
c'est une branche collatérale de la splénique. Le tronc cœliaque, il donne artère gastrique gauche, qui est coronaire stomachique, artère splénique et artère hépatique commune. L'hépatique commune, elle va se diviser en hépatique propre et gastro-duodénale. L'hépatique commune, elle se divise en, elle se bifurque en artère hépatique propre qui est destinée au foie, et l'artère gastro-duodénale qui va vers l'estomac et vers le duodénum. Elle va derrière le duodénum. La grande courbure est formée par l'anastomose de deux artères qu'on appelle gastro-épiploïques, droite et gauche. La gauche, c'est une branche collatérale de la splénique. La droite, c'est une branche terminale de la gastro-duodénale. La gastro-duodénale, c'est une branche de bifurcation de l'artère hépatique commune, elle-même branche collatérale du tronc cœliaque. Artère gastro-épiploïque droite, c'est celle-ci, numéro 1, c'est une branche terminale de la gastro-duodénale. Gastro-épiploïque gauche, c'est une branche collatérale de la splénique. Ça, c'est pour le cercle de la grande courbure. Pour le cercle de la petite courbure, on a artère gastrique gauche et artère gastrique droite. Regardez, le cercle est formé par deux artères, gastrique gauche et gastrique droite. La gastrique gauche, on la connaît déjà. C'est une branche collatérale du tronc cœliaque. C'est elle-même, la coronaire stomachique. L'artère gastrique droite, regardez, elle vient d'où cette branche? C'est l'artère hépatique propre qui est destinée au foie. Elle donne une branche collatérale qu'on appelle artère gastrique droite. Donc l'artère gastrique droite avec l'artère gastrique gauche forment un cercle qui va accompagner la petite courbure. C'est le cercle de la petite courbure. Donc la droite, c'est une collatérale, la gauche, c'est une collatérale du tronc cœliaque, la droite, c'est une collatérale de l'artère hépatique propre. Les vaisseaux courts ils sont destinés au fundus, ils viennent soit de l'artère splénique, soit de l'artère gastro-épiploïque gauche, qui est elle-même branche collatérale de l'artère splénique. Donc destinée à la partie supérieure de la grande courbure et au fundus. Ce sont des collatérales de l'artère splénique et de la gastro-épiploïque gauche. Voilà le cercle de la petite courbure ici, tronc cœliaque avec ses trois artères, gastrique gauche, splénique qui passe en arrière de l'estomac et hépatique commune. Le cercle de la petite courbure qui est formé par les deux artères gastriques gauche et droite. La droite, c'est une branche collatérale de l'hépatique propre. Le cercle de la grande courbure est formé par les deux artères gastro-épiploïques. La gauche, comme vous voyez, c'est une branche collatérale de la splénique. La splénique, elle va vers la rate. Et la gastro-épiploïque droite, c'est une branche terminale de l'artère gastro-duodénale. Les vaisseaux courts, comme vous voyez, viennent de l'artère splénique et de la gastro-épiploïque gauche. Donc, pour récapituler ici les branches collatérales du tronc cœliaque, il a trois branches. Gastrique gauche, splénique et hépatique commune. L'hépatique commune, elle est commune. Elle va se diviser en hépatique propre, destinée au foie, et gastro-duodénale. L'hépatique propre donne une branche collatérale, elle est destinée au foie, elle donne une branche collatérale, c'est la gastrique droite. Elle s'unit, elle s'anastomose avec la gastrique gauche et forme le cercle de la petite courbure. La gastro-duodénale, elle se termine par une artère qu'on appelle la gastro-épiploïque droite, avec la gastro-épiploïque gauche qui vient de la splénique, forme le cercle de la grande courbure.
même chose. La vascularisation veineuse est calquée sur la vascularisation artérielle. Donc, les veines sont satellites aux artères. Ils vont se jeter dans la veine porte. La veine porte, c'est le système porte qui va se jeter dans le foie. Les veines les veines gastriques peuvent s'anastomoser au niveau du cardia avec les veines œsophagiennes qui sont tributaires du système cave. Les veines gastriques sont tributaires du système porte. Tributaires, c'est-à-dire elles se jettent au niveau du système porte. Les veines de l'estomac sont tributaires du système porte. Elles vont se jeter dans la veine porte. Les veines de l'œsophage. L'œsophage a 3 segments, cervical, thoracique et abdominal. Les 2 segments supérieurs, cervical et thoracique, sont tributaires du système cave. Ils vont se jeter dans le système cave. La partie inférieure de l'œsophage, qui est représentée par l'œsophage abdominal, est tributaire du système cave et du système porte. Le drainage veineux se fait dans le système cave par les veines hémiazygoses et dans le système porte par les veines gastriques gauches. Les veines de l'estomac peuvent s'anastomoser avec les veines œsophagiennes qui sont tributaires, du système cave. On peut, en cas d'hypertension portale, c'est-à-dire augmentation de la pression au niveau du système porte. On peut avoir, par cette anastomose portocave, donc on a une anastomose portocave au niveau du cardia. Une anastomose portocave, une anastomose entre les 2 systèmes, porte et cave. Le système cave, c'est la veine cave supérieure et la veine cave inférieure qui sont reliées par le système azygos. Le système porte, il est formé par la veine porte qui résulte de l'union de la veine mésentérique supérieure et la veine splénique. J'ai dit en cas d'hypertension portale, c'est-à-dire augmentation de la pression au niveau de la veine porte, on peut avoir des varices œsophagiennes. Les varices œsophagiennes, c'est quoi? Qui sont responsables d'hémorragie digestive. Les varices œsophagiennes sont des dilatations des veines présentes dans la paroi de l'œsophage, qui, bien sûr, la rupture des varices œsophagiennes donne des hémorragies digestives lors d'une cirrhose. La cirrhose, c'est une maladie grave du foie qui est caractérisée par une fibrose et par une transformation de l'architecture normale du foie. Dans la cirrhose, on a une hypertension portale, une cirrhose de foie, une cirrhose du foie, dans laquelle on peut avoir une hypertension portale, une augmentation de la pression au niveau de la veine porte. Donc, la conséquence, c'est l'apparition des varices œsophagiennes. Pourquoi? Parce qu'on a une anastomose portocave au niveau du cardia. C'est-à-dire les veines gastriques vont s'anastomoser avec les veines œsophagiennes qui sont tributaires du système. Puisqu'il y a cette anastomose, donc en cas d'un problème au niveau du système porte, on peut avoir des varices œsophagiennes qui sont responsables d'hémorragie digestive et sont l'une des causes de mortalité les plus fréquentes en cas de cirrhose. Voilà, on a une anastomose portocave au niveau du cardia qui explique les hémorragies digestives en cas d'hypertension portale par rupture des varices œsophagiennes. En cas d'hypertension portale lors d'une cirrhose du foie, elle peut se compliquer, elle peut donner des varices œsophagiennes dont la rupture est responsable d'hémorragie digestive. Voilà les veines, on a la même chose.
cercle de la petite courbure, cercle de la grande courbure et vaisseau court qui vont tous se jeter au niveau de la veine porte. L'anastomose portocave se fait au niveau du cardia avec les veines œsophagiennes. Sinon, le drainage veineux de l'estomac est tributaire du système porte. Voilà l'anastomose avec les veines œsophagiennes qui sont tributaires Les veines œsophagiennes présentent une dérivation entre le système cave et le système porte. Donc, au cas d'hypertension portale, on peut avoir des varices œsophagiennes. Les lymphatiques, on a 3 chaînes: chaîne gastrique gauche, chaîne splénique et chaîne hépatique. On l'a appelée gastrique gauche parce que la lymphe de cette partie-là va accompagner, drainer dans des vaisseaux lymphatiques qui vont accompagner l'artère gastrique gauche, la coronaire stomachique. Donc la chaîne gastrique gauche, elle draine la lymphe de la petite courbure et du tiers droit du fundus et du corps. Le fundus et le corps, la partie verticale. Donc le tiers droit avec la petite courbure, la lymphe est drainée dans la chaîne gastrique gauche qui accompagne l'artère gastrique gauche. Deuxième chaîne, c'est la chaîne hépatique qui draine la lymphe de la région anthropylorique, la partie horizontale de l'estomac. La chaîne splénique, elle draine le reste, c'est-à-dire les 2 tiers du fundus et du corps, et bien évidemment la grande courbure. La lymphe est drainée dans la chaîne splénique qui accompagne l'artère splénique. Donc on a 3 chaînes: gastrique gauche, splénique et hépatique. L'hépatique, elle va, les ganglions, les vaisseaux lymphatiques vont accompagner les nœuds lymphatiques vont accompagner l'artère hépatique. Après, tous ces nœuds vont se jeter dans les nœuds centraux de la région cœliaque. La région cœliaque de Lütschka, si vous vous rappelez, dans laquelle il y a l'aorte abdominale avec les branches, du transcœliaque avec ses branches et les nœuds lymphatiques. Donc, le drainage veineux lymphatique de l'estomac se fait dans les nœuds centraux de la région cœliaque, c'est-à-dire les nœuds qui vont accompagner le tronc cœliaque. On termine par l'innervation. Donc, l'innervation de l'estomac provient du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est quoi? C'est un réseau anastomotique qui est à l'origine de presque toute l'innervation des viscères abdominaux. Ce plexus, il véhicule l'innervation venant du nerf vague et du sympathique. Donc l'innervation est assurée par le plexus solaire. Clinique, donc on a les pathologies. On peut avoir une hernie hiatale. Ça c'est un schéma qui montre l'estomac mis en place, œsophage et estomac. L'hernie, c'est quoi? C'est le déplacement, l'hernie en général, c'est le déplacement d'un organe hors de sa situation normale, à travers un orifice, comme l'hernie ombilicale, l'hernie inguinale. Donc c'est l'hernie, c'est le déplacement d'un organe, d'un organe d'organe hors de sa situation normale. Ici, la partie supérieure de l'estomac glisse à travers le hiatus œsophagien du diaphragme et se trouve dans le thorax. C'est une hernie hiatale par glissement. Elle glisse en haut. La même chose, voilà, hernie hiatale, on trouve une partie de l'estomac au niveau du thorax, responsable de reflux gastrique. Et on a la même chose, ici hernie hiatale, para-œsophagienne, la même chose, un déplacement
de la partie supérieure de l'estomac à travers le hiatus œsophagien du diaphragme. Regardez, mais le segment il est parallèle à l'œsophage. On l'appelle hernie hiatale parallèle à l'œsophage, para-œsophagie. On peut avoir des ulcères de l'estomac. C'est une maladie fréquente. C'est la perte de substance de la paroi gastrique. Comme on peut avoir un cancer de l'estomac. Voilà la paroi gastrique avec les 4 couches, séreuse, musculeuse, sous-muqueuse et muqueuse. Ça, c'est une muqueuse saine. Voilà l'ulcération. L'ulcère, on a ça, c'est la perte de substance qui est due le plus souvent à une bactérie qu'on appelle l'Helicobacter pylori. L'exploration, c'est-à-dire comment on peut explorer l'estomac, comment on peut voir par quelle exploration on peut voir, par quel examen radiologique on peut voir l'estomac, c'est soit par la fibroscopie œsogastro-duodénale. La fibroscopie œsogastro-duodénale, c'est un examen qui permet de visualiser l'intérieur de l'estomac, aussi donc l'intérieur de l'œsophage et du duodénum. La fibroscopie œsogastro-duodénale, elle permet de visualiser la partie supérieure du tube digestif. Œsophage, estomac et duodénum, formé par un canal optique qui est le fibroscope. Donc ce fibroscope, quand vous voyez, c'est un conduit optique qui est muni d'un système d'éclairage et d'une caméra qui permet de transmettre l'image sur un écran. C'est-à-dire le gastrologue, il peut voir ce qui est dans l'estomac, la paroi interne, la muqueuse de l'estomac ou de l'œsophage, directement et aussi dans un écran. Deuxième moyen d'exploration, c'est la tomodensitométrie abdominale. Le scanner abdominal, on peut explorer l'estomac en réalisant un scanner abdominal. Voilà pour le cours. Est-ce que vous avez des questions? Je vous remercie.